Bonjour, bienvenue, je m'appelle Vili Rahkonen, tu t'appelles Kevin Collet. Thank you all for joining this ManuTerra webinar with us, and we are doing this together with our great partner Sisel France. Today we are going to talk about ManuTerra 242, and we're going to focus especially on the thoracic spine, but Kevin will explain you more about the different ways to examine and treat the patients. But I'll let you translate or change the language and go forward. S'il vous plaît, Kevin. Merci Vili. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Nous sommes en live de Finlande, à Vantaa, à côté de Helsinki. Mon nom est Kevin Collet, je suis français. Ça fait une bonne quinzaine d'années que j'habite ici. Mon français est peut-être un petit peu rouillé. Je vous demande pardon d'avance. Voilà, donc je serai votre formateur pour ce soir. Nous allons parler, comme a dit Vili, de la cage thoracique principalement. Brièvement, par rapport à mon parcours, je suis ostéopathe, j'ai fait ma formation en Finlande, j'ai aussi un master en sciences du sport et plusieurs formations plutôt basées sur le contrôle moteur, Kinetic Control et Performance Matrix. Je travaille à Metropolia, à l'école polytechnique où j'enseigne l'ostéopathie, et j'interviens aussi sur les programmes de formation en kinésithérapie et principalement sur ces deux formations. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler principalement en période de Covid du thorax par rapport à la respiration, comment faciliter la respiration, la mécanique du thorax, que l'on parle aussi bien des vertèbres, des côtes, que d'un point de vue plus neurovégétatif par rapport à l'innervation orthosympathique des poumons. On parlera donc de la jonction cervico-thoracique et des thoraciques hautes. Ici, voilà, donc pour le thème d'aujourd'hui, je vous montrerai comment utiliser le mouvement et les fonctionnalités de la table pendant l'examen et aussi pendant le traitement. Le mouvement qu'on va utiliser, on va voir qu'en fait, de la même façon que par exemple sur un mouvement actif, donc par exemple si je fais une flexion latérale de ma colonne, je peux utiliser ce même mouvement aussi bien en tant qu'examen qu'en tant que traitement, et avec un focus sur différentes structures. Je vais pouvoir travailler au niveau articulaire, musculaire ou même nerveux, avoir différents focus, mais utiliser le même mouvement. Voilà, notre prise, le contact avec la main va changer, la direction du mouvement changera aussi, mais on va quand même utiliser du mouvement. On peut aussi utiliser le mouvement de façon active, on en parlera plus sur d'autres webinaires. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la fonction de la mobilité du thorax, ce qui va nous permettre de débaucher des lignes de traitement post-Covid pour récupérer une bonne fonction, favoriser la respiration, le mouvement de la cage thoracique, afin d'avoir une bonne fonction pulmonaire. Nous allons parler d'abord de cette zone. On va commencer d'emblée avec l'examen. Bien sûr, j'aurais fait mon examen actif avec des mouvements actifs du patient. J'aurais bien sûr fait mon anamnèse, j'aurais eu mon raisonnement clinique et passé toute cette partie-là qui est bien sûr très importante. Voilà, donc si maintenant je réfléchis à la colonne thoracique, évidemment, la mobilité n'est pas aussi importante que sur la colonne cervicale, parce qu'on a les côtes quand même qui limitent pas mal le mouvement. Nous avons des muscles assez importants qui viennent avoir une influence sur tout le thorax, sur le side bend, enfin la flexion latérale, sur l'extension. Et ces muscles-là, certains vont même sur l'omoplate. Et d'autres muscles vont à l'inverse de l'omoplate jusqu'à la colonne cervicale. C'est 1, 2, 3, 4 pour par exemple l'élévateur de l'omoplate. Donc voilà, on va avoir bien sûr un focus maintenant sur la colonne thoracique, les côtes, mais sans oublier que la fonction d'autres parties, en particulier toute cette zone liée à l'omoplate, à l'épaule, va avoir aussi une influence.
sur cette zone-là. Évidemment, la colonne lombaire aussi aura une influence et la colonne cervicale, ce sera un thème sur lequel on attachera plus de temps sur les prochains webinaires. Voilà, donc nous allons commencer par cette zone et concernant l'examen, nous allons commencer comme ceci. Je vais prendre un contact sur l'aspect latéral de l'épineuse, donc le process épineux ici de la vertèbre. Je vais avoir un contact de mon côté, ici, là, avec le pouce. Un contact qui va être assez précis, mais je vais quand même avoir un contact plus ample avec ma main. Donc le focus va être ici, mais le contact va être sur toute cette zone de la main, avec une main relâchée. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour l'ergonomie et puis aussi pour le contact, parce que ça c'est moins agréable pour le patient qu'un contact plus ample, mais quand même avoir un focus ici précisément sur le pouce. Voilà, donc pour cette zone, je vais ouvrir ce levier que vous voyez ici, je vais l'ouvrir de ce côté, ici. Là, je vais avoir donc un degré de mouvement en flexion latérale, une liberté de mouvement en flexion latérale. Ce qui est, par rapport au positionnement du patient, évidemment important, c'est que si je m'intéresse particulièrement à la zone thoracique basse et moyenne, je vais me servir de cette partie. Évidemment, si je voulais me servir de la partie haute, je me servirai d'une autre partie, on en parlera tout à l'heure. D'accord ? Donc, pour cette zone, je vais prendre contact ici sur l'aspect latéral de mon côté. Je vais faire une flexion latérale à droite, ici. Et en même temps, je pousse légèrement avec mon pouce pour voir quel est le degré de flexibilité de la colonne, ici. Donc je vais pouvoir faire mon examen comme ceci, tranquillement. Ça, c'est une technique que j'aime bien parce que ça permet au patient d'être relâché. C'est quelque chose qu'avant je faisais en position assise, qui marche très bien par moment, qui ne marche pas avec tous les patients, parce que certains ont du mal à se relâcher en position assise. Donc ça me permet vraiment d'avoir un examen purement passif de la mobilité de la colonne thoracique. Donc là, ce que je remarque, c'est que principalement sur le bas de la colonne thoracique, on a une bonne mobilité. À partir d'ici, il y a un peu de restriction. Donc là, sur une flexion latérale à droite, et ça continue jusqu'à environ T4, la quatrième ou D4, comme on dit en français, ici. Donc bien sûr, je ferai pareil de l'autre côté. Donc encore une fois, si l'épineuse est comme ceci, mon pouce est de ce côté de l'épineuse, ici, j'essaie d'avoir un contact assez ample, comme ceci. Et donc, voilà, je n'ai pas un grand nombre de répétitions, parce que je suis encore sur une phase d'examen. Si maintenant je voulais travailler sur une zone en particulier, je pourrais commencer à avoir des techniques de mobilisation. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Si nous avions une restriction en flexion latérale côté gauche, comme ceci. D'ailleurs, là je le vois il y a un aspect visuel aussi, hein, je l'ai fait à l'instant avec le pouce, mais je vois ici que là effectivement, c'est pas très mobile sur cette zone-là. Donc là, il y a deux choses. Soit je peux me mettre de ce côté, comme j'étais à l'instant, pousser avec mon pouce et chercher à créer de la mobilité sur cette zone, soit je peux me mettre de ce côté et imaginons que là, on va avoir des facettes de ce côté, des facettes à droite, des facettes à gauche. Ce que je veux, c'est avoir une flexion latérale à gauche. Cette flexion latérale à gauche, elle se fait par deux phénomènes qui vont se passer en même temps. À gauche, il y a une fermeture des facettes et à droite, il y a un glissement ici. L'orientation des facettes est très importante. Pour le traitement, c'est important qu'on le prenne en compte aussi. C'est-à-dire que ce que je vais vouloir favoriser, c'est un glissement des facettes comme ceci. Ce que je ne veux pas favoriser, c'est une compression des facettes, parce que ce n'est pas un mouvement particulièrement, agréable et utile. Donc je vais plutôt chercher à travailler sur la mobilité ici en ouverture. Donc pour ceci, voilà, j'aurai une restriction là, dans le cas de cet exemple, en flexion latérale à gauche. Donc je vais chercher à travailler sur l'ouverture ici du côté droit pour avoir une flexion latérale vers la gauche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre contact sur le transverse à droite de mon côté, le côté où je veux une ouverture. Je vais baisser la table suffisamment et je vais prendre contact avec la partie hypothénare de ma main ici. Encore une fois, le focus est précis sur cette zone, mais un contact ample va rendre la technique aussi beaucoup plus agréable pour le patient. Voilà. Ensuite, deuxième facteur qui va être important, c'est la hauteur de la table. La hauteur de la table va me permettre de régler cet angle-là. Plus ma table est haute, plus cet angle sera
proche de l'horizontale, et plus ma table est basse, plus cet angle sera proche de la verticale. Là, évidemment, comme vous voyez, j'ai beaucoup de compression, hein, la force va directement vers l'avant, donc c'est pas ce qu'on va favoriser. On va favoriser plutôt une table un peu plus haute, ici, pour avoir un angle qui va se rapprocher au maximum de cet angle de glissement des facettes, tout en rendant possible aussi un bon contact au niveau de ma main. Voilà, donc là, au niveau de cette technique, je vais prendre contact avec mon genou sur la partie mobile de la table, donc je suis à droite de la table, mais sur cette zone-là, d'accord, à droite, et donc je vais pouvoir déjà créer un mouvement. Ce mouvement, là, évidemment, il ne s'oriente pas exactement sur la zone qui est un peu plus raide, donc je vais chercher à le rendre plus important sur cette zone, travailler en mobilisation. Donc je vais d'abord faire le mouvement avec ma jambe, ici, et en parallèle, je vais rajouter une pression ici avec une direction supérieure et antérieure, donc la direction des facettes, en même temps avec ma main. Ensuite, je relâche. Là, ça va être très important de relâcher parce que je ne veux pas garder une compression lorsque la facette se ferme. J'ai relâché et je recommence. Donc je commence avec ma jambe et je cherche à cibler vraiment cette zone pour que le mouvement soit dirigé vers la zone que je veux traiter ici. Donc là, c'est important d'avoir un mouvement assez tranquille. Le retour aussi est contrôlé avec ma jambe. Au besoin, je pourrais contrôler ici. Ça rend le mouvement un petit peu plus agréable pour le patient. Vu que la tête bouge, on ne veut pas que le patient bouge trop vite. Et ça, c'est un mouvement qui est particulièrement agréable pour le patient parce que je n'ai pas beaucoup de compression sur la facette, mais j'ai quand même un glissement. Donc là, je travaille vraiment en mobilisation et en ouverture de ce côté. Donc là, il va y avoir pas mal évidemment de répétitions, vu que je suis sur un travail de mobilisation répétitif, ici. Voilà. Alors, une chose que je peux rajouter pour rajouter de l'efficacité sur ce mouvement, ça va être la respiration du client, du patient. Donc, je vais demander à mon patient d'inspirer profondément et d'expirer. Et je vais travailler sur l'expiration, ce qui va en plus rajouter un relâchement. Can you breathe in deep and breathe out? Breathe in, inspire. Breathe out, expire. Breathe in. Voilà, ça en plus, ça a le gros avantage, breathe out, expire, de nous donner un rythme en tant que thérapeute. Ok, Kiitos. Qui nous permet de garder un rythme assez lent, qui est plus agréable aussi pour le patient. Voilà, donc là, c'est ce qui me permet déjà de travailler sur la mobilité thoracique en termes de flexion latérale. On sait que si je gagne en mobilité sur la flexion latérale, probablement ça va jouer sur les autres directions de mouvement qui vont être principalement la rotation et l'extension. Donc il se peut aussi que ça ait un effet sur les autres directions de mouvement. D'accord ? Mais mon focus était principalement là sur la flexion latérale. Voilà, donc ça c'est pour principalement les thoraciques basses et moyennes. On va dire même moyennes. À partir de T5, T4, on va travailler différemment. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc là, je vais fermer ici. C'est un petit peu comme un couteau suisse. Vaut mieux pas ouvrir tout d'un coup. Vaut mieux en ouvrir un, le fermer. Donc là, j'avais cette zone ouverte. Je le ferme et je passe à la suivante avant d'en ouvrir plusieurs. Il y a des techniques où effectivement on peut combiner plusieurs fonctions qui sont un peu plus avancées. On les verra peut-être sur un prochain webinaire. Alors, sur les thoraciques hautes, donc on sait principalement que quand on bouge la tête d'un côté à l'autre, en rotation, en flexion latérale, on devrait avoir un mouvement bien sûr sur la colonne cervicale, mais aussi sur les thoraciques hautes, jusqu'à T3, 4 environ, ce qui nous permet d'avoir un mouvement qui s'étale sur une zone plus grande. Donc cette zone-là va particulièrement nous intéresser aussi en cas de souci sur la colonne cervicale. Si on a des problèmes qui pourraient être par exemple même de pincement de racines nerveuses d'un côté sur la colonne cervicale, donc ça va par exemple être sur C5 ou la racine nerveuse C6, C7, donc plutôt en bas d'un côté. Ça va être intéressant, ça on en parlera sur le webinaire sur la colonne cervicale. Ça va être excessivement intéressant de aussi tester cette zone. Voilà, maintenant, là, si on reste sur notre focus sur la cage thoracique en soi,
c'est une zone où on doit aussi avoir du mouvement, pour la respiration, comme pour la mobilité du thorax en général. Donc cette zone-là, on va l'examiner en fait de la même façon. Donc on va monter pas mal la table, ici, à une bonne hauteur, pour avoir de nouveau le pouce ici en contact. Donc là, je vais vous le montrer de ce côté. C'est quelque chose que je pourrais faire ici aussi de face, là, ou que je peux faire de ce côté, hein, c'est libre. Je me mets de nouveau sur l'aspect latéral de l'épineuse. Donc si là je suis sur T1, elle est comme ceci, je suis sur l'aspect latéral de mon côté sur l'épineuse, ici. Je vais avoir une légère pression avec mon pouce et en même temps je vais faire une flexion latérale à droite, comme ceci. D'accord ? Alors ça, c'est quelque chose que personnellement j'aime bien faire en ayant un contact quand même avec la tête, comme ça j'ai aucune rotation au niveau de la tête, j'ai vraiment un bon contrôle et c'est plus agréable aussi pour le patient. J'aime bien le faire ici. Voilà, comme vous voyez, la direction de mon avant-bras est dans ce sens, ce qui me permet d'avoir une force vraiment latérale ici. D'accord ? Même si je me suis déplacé, mon bras reste comme ceci. D'accord ? Quand on travaillera sur la zone cervico-thoracique, ça sera un petit peu différent. Mais là, pour le moment, je travaille vraiment de façon latérale. Ici. Voilà, et donc là, je vois que effectivement, ça bouge plutôt bien en haut, en flexion latérale à droite. T4 est un petit peu raide. On va passer de l'autre côté. Et de ce côté, ça va mieux. Donc, encore une fois, si je remarque que j'ai une flexion latérale à droite qui va être limitée, ici, eh bien, probablement, ça va avoir une influence évidemment sur les vertèbres qui sont plus hauts, donc la partie cervicale. Si j'ai une flexion plutôt à gauche, je vais avoir donc une flexion plutôt à gauche du haut de ma colonne thoracique, avec probablement une compensation en flexion latérale à droite au niveau des cervicales. Donc effectivement, ça va jouer aussi pas mal sur cette zone. Maintenant, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est quand je travaille sur la cage thoracique haute. Donc, on va continuer avec des techniques de mobilisation. Évidemment, notre mouvement, enfin la technique qu'on fait est dirigée sur cette zone, mais ça va avoir un effet aussi neurovégétatif sur les organes qui ont leur innervation orthosympathique sur cette zone-là. Donc, ça va être les poumons, le cœur, sur principalement cette zone thoracique haute, jusqu'à même la jonction cervico-thoracique. Donc ça va nous permettre aussi, si on réfléchit en termes de fonction pulmonaire et d'innervation du système nerveux autonome, ça va nous permettre de travailler sur cet influx nerveux. Voilà. Maintenant, c'est quand même une action assez mécanique, hein. Je travaille en mobilisation ici, là où j'ai une limitation de mouvement. D'accord ? Donc là, si j'ai une limitation de mouvement à droite, comme ceci, en flexion latérale à droite, qu'est-ce que je devrais avoir ? Je devrais avoir un glissement en fermeture à droite des facettes, et à gauche, je devrais avoir une ouverture, de la même façon qu'on avait tout à l'heure sur le milieu de la colonne thoracique. Ici, flexion latérale à droite, je dois avoir une ouverture à droite. À ce niveau, les facettes sont légèrement plus antérieures, comme ceci, en orientation antérieure. Et donc, encore une fois, je vais chercher à travailler dans cet angle en mobilisation. Donc, là, j'avais une restriction à droite. Et donc, comme tout à l'heure, je vais travailler avec un contact du côté qui s'ouvre pour pouvoir avoir un glissement des facettes. Donc, l'épineuse est ici, au milieu. Je vais baisser la table suffisamment. La bonne hauteur, c'est, si j'avais une cravate, elle irait au niveau de ma main. Voilà, c'est ce qui donne une bonne idée de la hauteur. Donc la table suffisamment basse, avec un poids du corps un peu plus vers l'avant, ici. Ce qui me permet d'avoir, quand j'ai un contact ici à droite, à ma droite de l'épineuse, ici sur le process transverse, ici sur mon patient, je vais chercher à amplifier l'ouverture de ce côté et avoir une force qui va venir, en fait, comme l'orientation des facettes, en direction quasiment de ma cheville, ici. Donc ça, la hauteur de la table va être assez importante, parce que si la table est trop haute, mes mains seront plus devant moi, et la force va aller quasiment perpendiculaire aux facettes, créant une compression. Et encore une fois, la compression, c'est désagréable, et puis deux, pas très utile en termes de traitement. Ce que j'aime rajouter un petit peu ici, c'est un peu de flexion au niveau de la partie cervicale et thoracique haute.
Ce qui va me permettre encore une fois de faciliter ce glissement. Voilà. Donc un peu plus de flexion, ce qui va aussi éviter d'avoir un peu de compression au niveau thoracique, ce qui ne serait pas non plus souhaitable. Donc ça rend la technique plus agréable. On va mettre la main du patient comme ceci. On va déplacer un peu le support de la table. Là, encore une fois, je veux faire un side bend, une flexion latérale à droite. Donc je vais prendre contact à gauche du patient, ici, sur la facette à gauche. J'ai un contact ici. Encore une fois, le mouvement va venir non pas de ma pression, mais avec le contact que j'ai avec la table, ce qui permet d'avoir un mouvement assez tranquille et contrôlé. Là, je vais prendre contact avec les facettes, je vais commencer le mouvement avec ma jambe et chercher à amplifier ici avec mon pouce. Et en étant moi au-dessus, pousser avec mon pouce en direction de ma cheville. Donc ça fait une orientation antéro-supérieure, comme ceci. Donc je commence le mouvement avec ma jambe, j'appuie avec mes pouces ici, utilisant le poids de mon corps, je relâche quand je reviens. Donc pendant la période de fermeture, là où les facettes se ferment, et je cherche de nouveau à ouvrir ici. Je laisse se refermer en enlevant ma pression, et je refais. Donc c'est une technique de mobilisation des thoraciques hautes, où on va travailler en unilatéral, donc d'un côté, je travaille maintenant du côté gauche en ouverture des facettes, ce qui me permet d'avoir une mobilisation en flexion latérale d'une façon qui est assez légère et demandant très peu d'efforts. Voilà, ça c'est une de mes techniques préférées. Je dirais même que pour beaucoup de différents soucis, comme j'en parlais tout à l'heure, évidemment là notre focus est sur vraiment la mobilité thoracique haute, mais en termes de, si j'avais par exemple un patient qui aurait un souci au niveau sous-acromial ou quelque chose, évidemment c'est une zone qui m'intéresserait aussi. Prenons par exemple un joueur de tennis qui à chaque fois qu'il serre a une restriction de mobilité, par exemple en extension et en flexion latérale au niveau thoracique haut, il y a des chances qu'il développe un peu plus de mouvement, enfin de compensation au niveau de l'épaule, et du coup des symptômes là-bas. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose une zone qui est assez importante, même si les symptômes ne sont pas localisés au niveau de la colonne thoracique haute. Pareil évidemment si j'ai un problème au niveau cervical. Voilà, donc là j'étais de ce côté. Sur la partie, je vais vous montrer sur le modèle. Voilà, si mon modèle est comme ceci, j'étais de ce côté et je cherchais à avoir un glissement, comme vous voyez les facettes sont orientées comme ceci, avoir un glissement des facettes pour avoir une ouverture comme ceci. Donc je cherche à appuyer dans ce sens, pas en compression, dans ce sens pour avoir un glissement comme ceci, et je relâche ma pression pendant la période de retour, pendant la phase de retour, et je cherche de nouveau à jouer. Donc là on peut travailler sur plusieurs niveaux. Hein. J'ai travaillé principalement sur 3e et 4e dorsale. Voilà, donc ça c'est pour la partie thoracique haute. Donc maintenant on a vu la partie thoracique basse et moyenne, la partie thoracique haute, et je vais vous montrer, on va continuer avec les côtes. Alors évidemment en termes de respiration, la mobilité des côtes est aussi évidemment assez importante, sachant qu'aussi une restriction au niveau de la mobilité d'une côte va avoir une influence sur la mobilité du thorax de manière générale. Donc, pour un examen, il y a plusieurs façons d'examiner évidemment la mobilité des côtes. On pourrait le faire en position assise avec une rotation, on pourrait le faire au palpé, on pourrait le faire ici dans cette position en prenant contact ici avec les côtes, un petit peu comme un peu comme un flipper en fait, avec les doigts comme ceci, et créer une pression comme ceci avec les doigts pour tester la mobilité des côtes ici. Donc là, ce que je remarque lors de mon examen ici, alors sur la partie haute, je vais plutôt passer, je vais plus le faire avec les doigts, mais plutôt appuyer ici au niveau de l'angle de la côte. Et je vais regarder quelle est la mobilité. Donc on parle principalement là d'un effet ressort hein, de la côte. Ici, ce que je remarque, c'est que principalement là, sur le milieu, ici, de ce côté, on a une restriction.
sur cette côte en particulier. Donc là, je n'ai pas mes doigts entre les côtes, j'ai vraiment, donc si ça c'était les côtes, j'ai vraiment les doigts sur les côtes et je teste la mobilité comme ceci. Donc ça, c'est une première chose qui va m'intéresser, c'est quelle est la mobilité de la côte, ici. Là, ce que je remarque, c'est qu'évidemment, ici, j'ai une mobilité. Première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est simplement cette côte ou est-ce que c'est lié à la vertèbre avec laquelle elle est articulée? Alors des fois, ce qu'on remarque, c'est qu'on va avoir une restriction sur une côte dans un sens, donc elle va être par exemple légèrement postérieure, et le côté opposé va être légèrement antérieur. Donc là, ça nous fait penser à plutôt une rotation de tout le complexe côte droite, gauche, côte droite et vertèbre au milieu. Là, dans ce cas-là, je sens principalement que c'est ici assez local. Donc, évidemment, je ferai un examen que je viens de faire d'ailleurs sur la partie thoracique, un traitement s'il y a besoin au niveau thoracique. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est si le problème est vraiment localisé au niveau de la côte. Donc, j'ai identifié une restriction de mobilité sur cette côte-là. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est de voir est-ce qu'elle est plutôt en inhalation, donc si ça c'était les côtes, est-ce qu'elle serait plutôt en restriction de mobilité, mais plutôt en inhalation ou en exhalation? Si elle est plutôt en inhalation, ce que je vais chercher, c'est à gagner en mobilité, évidemment, en exhalation. Donc en me servant de l'expiration du patient, je vais chercher à créer du mouvement en exhalation, donc un mouvement inférieur. Si la restriction est plutôt en exhalation, c'est-à-dire qu'elle est en exhalation mais elle a du mal à venir en inhalation, je vais chercher plutôt à créer un mouvement me servant de l'inspiration du patient supérieur, comme ceci, en inhalation. Donc, je vais continuer mon examen. Ici, donc je vais regarder l'espace intercostal supérieur et inférieur. Et là, ce que je vois, c'est qu'elle est quand même pas mal plutôt en inhalation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre contact sur cette côte. Alors j'ai plusieurs façons de prendre contact. Je peux prendre directement contact légèrement au-dessus de la côte pour appuyer de façon inférieure. Ça va être assez confortable de ne pas être exactement sur la côte, mais légèrement au-dessus. Ou aussi avec le pouce, par exemple. Mais alors ça ne va pas être le pouce illimité à cette zone. Je vais chercher vraiment à avoir un contact assez ample, ici. Voilà. De là, je vais ouvrir ici et je vais me servir de ce mouvement-là. Donc, sachant que je veux l'amener en inférieur ici, c'est ce que je vais commencer à faire. Je vais l'amener ici, je vais appuyer, accompagner, ça va être mon contact, mais la force va venir de cette main-là. Je vais appuyer là, donc si je provoque, je veux orienter la force avec mon bras droit, j'aime bien avoir la jambe droite derrière, ce qui me permet d'avoir un bon contact ici et une bonne application de la force. Là, je vais demander à mon patient, alors sachant qu'elle est en inhalation, je vais accentuer mon mouvement sur l'exhalation. Je vais chercher à l'amener plus en mouvement inférieur. Donc ça va être, je vais résister pendant l'inhalation et pousser pendant l'exhalation. Breathe in, deep. Maintenant je résiste. Breathe out. Et là je pousse davantage en exhalation. Et là, effectivement, continue breathing. Breathe in and breathe out. Je viens d'avoir une cavitation spontanée, ça arrive assez rarement, mais ça arrive. Donc là, comme vous voyez, j'amène de ce côté pour faciliter le mouvement inférieur de la côte en exhalation, et je me sers principalement de la respiration comme facteur pour gagner en mouvement. Si maintenant je voulais accentuer encore l'efficacité de cette technique, je vais chercher à avoir un étirement des muscles intercostaux qui sont juste au-dessus de cette côte. Donc ce que je peux faire, c'est maintenir ici, demander à mon patient d'inspirer, breathe in, breathe out, et là je vais fixer ici et revenir vers une position neutre. Donc là, en fixant ma côte et en revenant en position neutre, je vais avoir un étirement des muscles intercostaux qui sont au-dessus. Breathe in and breathe out. Voilà, inspirant et à l'expiration, je vais un petit peu plus loin. D'accord? Donc ça, c'était pour une côte plutôt en restriction, donc, et plutôt supérieure. Voilà, je cherchais à l'amener en exhalation. Évidemment, je check après. Ouais, c'est mieux. C'est pas mal mieux d'ailleurs. Voilà, si j'avais un souci dans l'autre, une restriction de mobilité dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, elle serait plutôt en exhalation. Ben, là, je viendrai de ce côté.
On voit bien d'ailleurs où j'avais mon contact, même si j'avais un contact ample, on voit bien sur la peau, ici, je serai plutôt légèrement sous la côte, et puis là j'utiliserai le mouvement dans ce sens, pour chercher à gagner en mobilité en étirement sous les muscles qui sont en dessous. Évidemment, je peux partir d'une position un peu plus sur la flexion latérale à gauche, parce que ça va être un peu plus facile pour commencer, ça permettra au patient de se relâcher et d'aller petit à petit vers une flexion latérale à droite, comme ceci. Voilà. Donc ça va être pour un travail sur les côtes, en mobilité, en mobilisation, en utilisant la respiration et un contact sur la côte. Sur ces techniques, sur ce type de mouvement, on peut aussi utiliser une technique qui est un petit peu moins spécifique au niveau de la direction du mouvement et de la respiration, mais plutôt travailler de façon globale sur la mobilité des côtes de manière générale. C'est une technique qui est assez confortable. Donc là, je vais laisser ouvert ici pour avoir une flexion latérale. J'aime avoir un petit peu de flexion ici pour avoir un petit peu le poids de corps qui descend. On peut même utiliser le tilt de la table comme ceci. Ça, c'est quelque chose sur lequel on parlera plus quand on parlera de la colonne lombaire. Ce qui me permet d'avoir un petit peu de poids plus sur cette zone, plus vers moi. Et là, d'accompagner le mouvement ici et d'accompagner ce mouvement avec une mobilisation des côtes comme ceci. La table est un petit peu haute. Là, on n'est pas concentré sur les facettes. J'ai un contact sur l'angle de la côte. Et ça me permet de travailler d'une façon qui est rythmique, tranquille, plutôt agréable pour le patient, facile pour moi à mettre en place. On peut avoir un focus évidemment plus d'un côté que de l'autre au besoin. Voilà, donc ça c'est une technique un peu plus globale qui peut être, par exemple après un travail assez spécifique sur la côte, qui peut être bien d'inclure dans le traitement, comme ceci. Voilà, donc là on a utilisé un mouvement de flexion latérale, que ce soit pour la partie thoracique, les vertèbres thoraciques, hautes, moyennes et basses. On a utilisé le même mouvement avec plutôt notre attention maintenant sur les côtes, et je pourrais travailler sur les muscles aussi. Si j'ai par exemple au niveau des érecteurs spinaux ici une tension, alors je vais vous le montrer de ce côté pour que ce soit plus facile vis-à-vis de la vidéo, mais si j'ai des tensions plus de ce côté, je peux travailler aussi en travail des tissus mous avec un contact plus large sur ma main, côté quand même contralatéral. Donc là, si les épines sont là, je vais passer côté gauche du patient. Ici, avoir une force qui va être un peu plus perpendiculaire, comme ceci. Donc pareil, main gauche qui montre la direction de la force, jambe gauche derrière pour avoir une efficacité, une facilité dans le mouvement. Voilà, donc je peux, après mon travail articulaire, là dans ce cas-là me concentrer sur l'aspect musculaire. Évidemment, au besoin, on peut le faire dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'est pour montrer. Encore une fois, j'utilise la même direction de mouvement, ou le même mouvement qui est la flexion latérale, mais je l'utilise avec un objectif différent. Voilà, donc là, je peux travailler sur l'aspect musculaire. Autre chose que je pourrais vous montrer maintenant qu'on en est sur l'aspect musculaire ici, et sur une technique assez globale. Donc là, j'ai ma fonctionnalité de flexion latérale ouverte. Je vais ouvrir la partie flexion et extension. Donc là, comme vous voyez, j'ai une extension et une flexion. Donc là, je vais rebaisser un petit peu la table un peu plus bas, ici. Et je vais chercher à avoir une prise ici au niveau, je dirais, assez en surface. Je ne cherche pas à appuyer au niveau vraiment spécifique articulaire. Je vais avoir une prise très globale. Si je vous la montre de l'autre côté, ça serait comme ceci. Allez, en flexion et en flexion latérale. Donc en fait, je fais une sorte de J. Je descends et je vais sur le côté, comme ceci, pour avoir vraiment un étirement.
Donc c'est un travail principalement des tissus mous. On peut travailler sur aussi l'aspect facial. Ici. Si je le fais de l'autre côté, ça ne sera plus une lettre J, ça sera plutôt une sorte de L un petit peu arrondi. Je descends d'abord en flexion et j'amène sur le côté en flexion latérale. Et je relâche ma pression quand je remonte. Voilà. Je peux utiliser aussi ce même mouvement sur une mobilisation en extension de la colonne thoracique. Par contre, ce qui va être important sur ces techniques-là, ça va être de partir d'une position en flexion, revenir sur une position neutre, sans trop accentuer au niveau de l'extension. C'est moins agréable et moins efficace. Donc vraiment chercher à travailler là en extension, en partant d'une position de flexion et revenir. C'est quelque chose que j'aime bien travailler personnellement en circonduction, c'est-à-dire que je vais partir en flexion latérale à gauche, flexion devant, revenir en extension et revenir vers une position neutre, donc je reviens de ma flexion latérale, et en même temps, j'ai un contact ici sur ma facette. Je relâche et je reviens. Donc là, j'ai une ouverture de la facette à droite, je reviens et je remonte. Donc là, je ne cherche pas à avoir beaucoup de compression, mais je cherche à travailler sur une zone en particulier, et c'est le mouvement ici qui va faire l'extension. D'accord, donc ça, on peut le travailler évidemment en bilatéraux ou en unilatéral. Voilà, c'est une technique un petit peu plus qui demande un petit peu plus de coordination, parce qu'on a quand même un mouvement ici en circonduction et une pression ici, mais qui est aussi très agréable et très efficace et relativement facile en termes d'effort demandé. Voilà, donc pour les côtes, les muscles, l'aspect articulaire, on va passer à la jonction cervico-thoracique, ici. Sur cette zone, donc l'examen, c'est de la même façon que tout à l'heure. Alors on va prendre un petit peu moins de flexion quand même. C'est la même chose que tout à l'heure. Ici et là. D'accord. Et là, ce que je vais voir, c'est que j'ai une flexion latérale à droite qui est assez limitée. Donc dans cette position, je peux le faire aussi en position avec un patient sur le dos. Je vais vous montrer d'abord dans cette position. Je vais avoir un contact ici, latéral, et ici sur l'épineuse de mon côté. Là. Je vais garder contact avec la table, créer une fixation ici, et amener en flexion latérale vers la droite. Et revenir, pour travailler en mobilisation. Et revenir. Donc j'ai une fixation ici, et je vais chercher à créer un mouvement autour de cette fixation, un mouvement circulaire ici, qui vient du mouvement de la table. D'accord, donc je ne cherche pas à appuyer fort dans ce sens, parce que si j'appuyais fort, ce que j'aurais, c'est une fermeture, en fait, avec beaucoup de pression de ce côté. Donc je vais chercher à plus fixer, pas appuyer trop, et chercher à avoir plutôt un mouvement circulaire ici, du côté opposé, en ouverture. Donc flexion à droite, avec une ouverture ici. Sur ce mouvement, si vous avez besoin de plus d'amplitude, encore une fois, ça peut être bien de demander au patient de mettre la main ici le long du corps. On peut même déplacer l'appui de la table. Voilà. Donc ça va être pour la jonction cervico-thoracique. Si on se demande pourquoi on serait intéressé par la jonction cervico-thoracique, quelle est son importance? Évidemment, pour l'aspect cervical, particulièrement important. En termes aussi de l'ouverture du thorax, l'ouverture haute du thorax, thoracic outlet. J'ai un trou de mémoire en français, je ne m'en souviens plus comment on appelle cette ouverture haute du thorax. Donc, sur laquelle va jouer la jonction cervico-thoracique et aussi la première côte. Et évidemment, la clavicule. Donc, une zone assez particulièrement importante. Voilà. Si maintenant je voulais modifier cette technique, là je travaille vraiment sur une technique de mobilisation rythmique ici, et que je voudrais faire une technique énergétique musculaire, je crois qu'on dit en français,
MET, M-E-T, Muscle Energy Technique, une technique d'énergie musculaire, où là, je vais aller jusqu'à la restriction et je vais demander à mon patient de résister, appuyer contre ma main ici. OK. If you can push against my hand. OK, a bit lighter. Donc c'est assez léger, on va dire environ 20% de la force d'un effort maximal. Relax. On peut relâcher au bout de 5-6 secondes. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Et je vais répéter cette technique 2 à 3 fois. 3 fois, c'est en général une bonne quantité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup coupler à une technique MET, énergie musculaire, avec de la mobilisation. Je trouve que ça marche particulièrement bien, c'est assez confortable et ça permet aux patients de se relâcher pour accéder mieux à une bonne mobilisation au niveau articulaire. I'll ask you to turn around and come on your back for me, please. Voilà. Ensuite, comme je vous parlais à l'instant de la jonction cervico-thoracique, on va maintenant regarder la première côte. On va regarder comment l'examiner et comment faire un traitement sur cette zone. Alors, encore une fois, on va chercher à avoir un patient dans une position qui est confortable. Au besoin, on pourrait prendre un petit peu de flexion ici. Et on va chercher à avoir la zone qu'on veut mobiliser au niveau de l'articulation de la table. Can you come a little down? Yes, that's very good. Okay. Donc là, au niveau de la première côte, je vais faire un examen. Alors, il y a plusieurs prises possibles. On peut faire avec les index. Personnellement, j'aime bien le faire avec les pouces. Donc, on va appuyer doucement. Alors, pas avec la pointe du pouce parce que c'est assez sensible comme zone, mais imaginons que la côte est comme ceci. On va prendre un appui comme ceci avec la partie plus charnue du pouce, ici. Là, j'ai un contact à droite et à gauche. Et je vais demander à mon patient d'inspirer profondément. Breathe in, deep. Et exhale. Breathe out. Good. Et là, ce que je vais chercher à voir, c'est est-ce que j'ai un mouvement symétrique des premières côtes à droite, de la première côte à droite et de la première côte à gauche en même temps. Et d'une amplitude similaire. Donc là, pour la vidéo, pour que vous voyez mieux, on va dire que le côté droit serait limité. Là, on a une bonne mobilité. Une bonne mobilité des deux côtés, même quand j'appuie comme ceci, il y a une bonne mobilité. Si il y avait moins de mouvement et qu'elle a tendance à rester en position un peu supérieure. Donc ça va être quelque chose qui va être assez important pour gagner en mobilité sur à la fois bien sûr le thorax, sachant qu'on a les muscles scalènes qui vont s'insérer pour la partie antérieure et le scalène medius ici, qui va s'insérer sur la première côte. Le scalène postérieur, lui, sera sur la deuxième côte, donc il nous intéressera un petit peu moins quand on pense à la première côte. Mais ça va avoir du coup une influence sur la partie cervicale aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre contact soit avec mon pouce, soit, ce que je préfère même, la partie ici de ma main. Voilà. Je vais garder le coude relativement près du corps, ouvrir ici. Là. J'aime bien avoir l'autre main sous la tête et un peu sur l'aspect latéral de la tête pour avoir un bon contrôle. Donc j'ai une restriction sur cette côte droite où elle est plutôt en inhalation, donc supérieure, et elle a une restriction de mobilité inférieure. Donc je vais chercher d'abord à l'amener comme ceci, dans cette direction, ici. Et là, je vais demander à mon patient de résister contre ma main. Donc je vais pousser avec ma main gauche dans ce sens. So I'll ask you to resist against my hand here for 5 to 6 seconds. Then relax. Donc le patient résiste pendant 5 ou 6 secondes. Il fait une flexion isométrique, donc côté gauche. Il relâche, breathe in deep, and breathe out. Et quand il va expirer, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, donc ça c'est une technique où je vais chercher à gagner en mouvement sur la côte, mais je vais utiliser en même temps le mouvement ici de la table. Et on va répéter.
Let's do it again. Press to your left. Donc le patient appuie vers sa gauche. 6 secondes. Relax. Breathe in and breathe out. Et pendant l'expiration, je vais aller un petit peu plus loin. D'accord? Et ça, je vais le répéter 3 fois. Donc ça va vraiment être une technique assez douce parce que je ne travaille pas finalement, je ne crée pas d'étirement sur cette zone-là. Au contraire, je fais une flexion latérale, donc j'accompagne le mouvement avec un mouvement de la partie cervicale et thoracique haute sur la droite pour travailler sur une première côte. Évidemment, si cette côte a tendance à être relativement supérieure, ça m'intéresse de voir quel est le tonus des muscles scalènes parce qu'effectivement, s'ils sont hypertoniques, ils vont avoir tendance à la tirer vers le haut, donc à maintenir le problème. Ça, on en parlera la prochaine fois quand on verra le webinaire sur la partie cervicale. Donc, ça me permet de faire une transition avec le programme de la prochaine fois. Partie cervicale, les problèmes fonctionnels, les troubles fonctionnels, les douleurs cervicales qui peuvent avoir des causes qui peuvent avoir des symptômes locaux, donc une douleur par exemple à cause d'une facette irritée, des tensions musculaires au niveau cervical, mais aussi des symptômes sur le membre inférieur liés à une racine nerveuse par exemple. Donc ça nous permettra de voir la partie cervicale, on reparlera un petit peu de la zone cervico-thoracique, la jonction, on parlera de la zone cervicale dans son ensemble. On parlera des techniques de traction aussi. Par exemple, si on a une hernie discale, par exemple, ou pressant une racine nerveuse ou une racine nerveuse avec un pincement. Donc, on regardera ça voilà, la prochaine fois. Donc, pour ce qui est de la prochaine fois, l'inscription, vous verrez le lien dans le chat. Le lien est ouvert pour vous inscrire. Si vous avez des questions par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a fait, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Je les regarderai d'ici la semaine prochaine. J'y répondrai la semaine prochaine. Et si vous avez aussi des idées, des choses que vous voudriez qu'on fasse, des zones sur lesquelles vous voudriez que je m'attarde un petit peu plus, n'hésitez pas à nous faire part aussi de votre retour, vos feedbacks, vos idées, vos propositions. Il y a aussi l'adresse de Vili qui a parlé au début. Sur le chat, vous pourrez aussi lui adresser vos mails voilà, si vous avez des idées ou d'autres choses. Donc la prochaine fois, cervicale, et ensuite on a encore deux webinaires, un sur la partie lombaire et une sur les fonctions avancées avec le drop, la traction, d'autres fonctionnalités spécifiques. Donc ça nous laisse un petit peu de marge si vous avez des souhaits en particulier à nous proposer. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. J'attends bien sûr avec impatience qu'on puisse se voir un jour en live. C'est toujours plus agréable de faire une formation en live, mais c'est super qu'on ait eu cette possibilité aujourd'hui de faire une formation à distance. Je remercie Loyer, je remercie Cicel pour cette possibilité. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois.